Salut, j'espère que vous allez bien malgré le froid ambiant. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer des lectures qui collent à cette période hivernale. Moi, j'aime bien quand il fait froid me plonger dans des univers qui me rappellent cette saison, bien évidemment en restant bien au chaud sous un plaid. Alors aujourd'hui, on va parler mythologie nordique, histoire d'amour tragique scandinave, avec un coup de cœur et une sacrée déception. Mais bon, je vais commencer par mon coup de cœur et c'est Vigdis la farouche de Sigrid Undset, la fameuse, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo avec Jenny. Là, c'est un roman édité chez La Robe Noire et c'est le premier livre que j'ai lu d'elle et qui n'a vraiment rien à voir. Vigdis la farouche, c'est un texte qui a été publié en 1909 et qui en fait est inspiré des grandes sagas islandaises et qui a la particularité d'être justement écrit avec le style des sagas du Moyen-Âge et ça, moi j'aime bien. Alors, de quoi ça parle? On suit l'histoire de Vigdis, donc une jeune femme qui va faire la rencontre de Vigal, un jeune homme qui va tomber amoureux d'elle. Jusque-là, tout va bien, puisque son amour est partagé, mais ça ne va pas empêcher Lyot de commettre l'irréparable. Il va violer Vigdis et elle va jurer de se venger. Alors, ce livre traite de sujets lourds, mais il a été pour moi une vraie claque, vraiment. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à vous en parler. Déjà pour le style, pour moi c'est hyper important dans mes lectures, je pense que vous l'aurez deviné. Et là, j'ai vraiment été impressionnée par la justesse de son écriture. Il faut savoir que Sigrid Undset, elle se passionne dès l'enfance pour la mythologie grecque, ensuite pour les sagas islandaises et les contes nordiques. L'une de ses sagas préférées qui l'a beaucoup inspirée, c'est notamment la saga de Njal, qu'elle découvre vers ses 11 ans, il me semble, et on sent qu'elle est passionnée. Ce qui m'a bluffée, c'est que je m'attendais pas à un récit avec une telle précision. Elle utilise vraiment toutes ses connaissances historiques et son amour pour la littérature du Moyen-Âge pour nous proposer un roman qui respecte tous les codes des grandes sagas de l'époque, vraiment on s'y croirait. Le style est très juste, précis, il n'y a pas de fioriture, c'est sobre, elle va droit au but, en particulier avec les dialogues qui sont toujours efficaces et qui montrent sans équivoque ce que ressentent les personnages. L'intrigue avance rapidement, on ne s'ennuie à aucun moment, il y a toujours des rebondissements. Et ce qui m'a énormément intéressée, mais aussi désarçonnée, c'est ce qu'elle aborde à travers ce livre et comment elle l'aborde, et notamment la question du viol. Moi, j'ai jamais vu ce sujet traité comme ça, notamment la manière dont elle montre les conséquences que ça a sur la psyché des personnages. Elle expose superbement bien la façon dont ils sont déchirés et traversés par des sentiments et des émotions qui sont extrêmement contradictoires. J'ai trouvé le personnage de Vigdis très impressionnant, c'est un personnage féminin très fort qui, malgré ce qu'elle traverse, reste obstinée et déterminée quoi qu'il arrive. C'est un livre que j'ai trouvé déchirant, je trouve qu'il y a vraiment des éléments qui m'ont rappelé des tragédies grecques. Alors c'est forcément un élément qui m'a séduite parce que j'ai toujours eu un penchant pour ce genre de lecture. Dans ce livre, il y a aussi beaucoup de violence, de cruauté. C'est une histoire de vengeance, comme je l'ai dit, avec la question du destin, voilà, de la destinée qui est très présente aussi, et tout ça dans un décor scandinave avec une très grande précision historique. Franchement, moi j'ai trouvé ça sublime. Je peux que vous le recommander. Ça serait vraiment dommage de ne pas découvrir cette autrice et de pas découvrir cette autrice par ce livre. Voilà, je trouvais ça sublime. Je vous recommande chaudement cette lecture. Vous ne serez pas déçus, je pense. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment un véritable coup de cœur et je pense l'une de mes meilleures lectures de l'année. Et ça m'a donné envie, évidemment, de lire la trilogie qu'elle a écrite après, qui s'appelle Christine Lavransdatter, qui est justement connue aussi pour sa justesse historique et qui lui a valu notamment de recevoir en 1928 le prix Nobel de littérature, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ce livre et de Sigrid Undset plus généralement parce qu'elle fait partie des autrices qui devraient, à mon avis, être beaucoup plus mises en avant et lues. Et j'ai choisi l'édition de La Robe Noire parce que il y a des illustrations de Julien Brunet dedans que j'ai trouvé vraiment très belles et assez mystérieuses et qui collent assez bien justement aux éléments de beauté, de cruauté qu'il y a dans ce roman. Donc c'est tout pour ce premier livre. Et maintenant j'avais envie de vous parler de mythologie viking avec un auteur dont j'aime beaucoup le travail qui est Neil Gaiman avec son livre Mythologie viking, Odin, Thor, Loki et autres contes qui est édité chez Pocket ici. J'aime beaucoup Neil Gaiman, je trouve qu'il a un très grand talent de conteur, son univers est toujours foisonnant de références. En écrivant par contre cette vidéo, j'ai découvert avec effroi qu'il était accusé d'agression sexuelle par 2 femmes, encore un. Pour le moment, il y a une enquête qui est en cours, donc on n'en saura pas plus, la présomption d'innocence s'applique. Mais je vous avoue que ça m'a pas mal refroidi parce que
J'avais très envie de faire une vidéo dédiée à son travail, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas. En tout cas, je vais quand même vous parler de ce livre. Neil Gaiman, c'est un auteur qui s'est notamment nourri de la mythologie nordique pour certaines de ses œuvres, donc c'est assez logique qu'il propose ce genre de texte. Là, en fait, ce sont de courtes histoires qui vont de la naissance des dieux, donc au départ, on se penche vraiment sur les personnages, et on va jusqu'au Ragnarok. Moi, j'ai passé un très bon moment de lecture, bien que j'aurais aimé que ce soit plus long, mais c'est très accessible et facile à lire. Le ton est léger, il y a de l'humour, il met bien en avant les défauts des personnages, leur côté caractériel, égoïste, manipulateur, tout ce qui rend ces dieux très humains finalement et donc attachants. Les histoires sont courtes et il y a un très bon rythme, on s'ennuie pas du tout. Moi le personnage que je trouve le plus intéressant c'est évidemment Loki, parce que c'est celui qui est le plus ambigu dans son comportement. Il est très malin, même s'il a un côté insupportable aussi. Pendant toute la lecture, on se demande quelle est la prochaine bêtise ou le plan machiavélique qui va encore nous sortir. Mais bon, c'est ce que j'aime bien chez lui. Si vous ne connaissez pas les mythes nordiques, je pense que c'est une super façon de les découvrir et c'est beaucoup mieux que les Marvel. Non mais je dis ça en passant, j'ai pas de mépris pour les Marvel, hein, attention, même si c'est pas mon truc, vous l'aurez compris. Mais si vous connaissez de la mythologie nordique, que ce qu'il y a dans les Marvel, à mon avis, c'est un peu dommage parce que il y a peu de choses déjà. Et il y a beaucoup d'approximations et des éléments qui sont aussi faux. Et je pense que ce livre pourrait vous plaire si vous voulez en apprendre plus, même si c'est pas non plus le livre le plus fourni sur la mythologie nordique. Là, Neil Gaiman, il a vraiment plutôt essayé de faire un condensé qui s'adresse à ceux qui ne s'y connaissent pas, du tout. Et c'est ça qui est bien aussi. Pour moi, c'est vraiment une bonne porte d'entrée justement pour se pencher sur ces mythes-là. On apprend quand même pas mal de choses tout en passant un très bon moment parce que comme je l'ai dit, c'est un livre qui est très divertissant. Au niveau du style, c'est fluide, ça se lit tout seul et ça m'a donné envie de me pencher sur l'Edda poétique pour en apprendre plus. L'Edda poétique, c'est la plus grosse source que l'on ait sur la mythologie nordique qui prend la forme en fait d'un recueil de poèmes et de chants en vieux norrois qui ont été collectés de manière anonyme et composés entre le 8e et le 12e siècle, avec des poèmes qui font référence à la mythologie, mais aussi des poèmes plus épiques. Bref, en gros, c'est le livre à lire si on est passionné par la mythologie scandinave. En tout cas, si vous avez dans vos proches des gens qui sont intéressés par ça, je pense que ce livre peut être un cadeau très sympa. Et puis si vous connaissez pas le travail de Neil Gaiman, je pense que ça peut être un autre moyen de découvrir ce qu'il fait, de découvrir cet auteur. Je pense que ça serait dommage de passer à côté. Si vous aimez les comics et la fantasy, je vous recommande par exemple de lire Le Sandman. C'est hyper intéressant en termes d'imaginaire. Et sinon, sur un ton plus humoristique, vous pouvez aussi lire De Bons Présages, qu'il a écrit avec Terry Pratchett, le meilleur, et qui se lit vraiment bien. Voilà pour celui-là. Pour terminer, je voulais vous parler d'un livre qui m'a fait de l'œil, que j'ai lu, et qui m'a déçue, malheureusement. C'est le premier tome de ce qui s'annonce être une trilogie. En fait, ça commençait à faire bien longtemps que je m'étais pas lancée dans une saga. Je crois que la dernière que j'ai lue, c'est La Passe-Miroir l'hiver dernier, donc ça date. J'avais tellement d'autres lectures aussi que je repoussais un peu le moment de me lancer parce que j'ai toujours peur d'investir dans un premier tome et que finalement ça ne me plaise pas du tout. Et là, bon, voilà, je suis malheureusement plus que mitigée. Donc, bon déjà, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler du tome 1 de La Confrérie du Sang, c'est-à-dire L'Ombre des Dieux, écrit par John Green, édité par Léa. Alors déjà avant toute chose, on va commencer par un petit résumé de l'histoire. L'intrigue se déroule à Vigrid, une terre dévastée suite à une guerre sans merci qui a mené à l'extinction des dieux, et où se déroulent d'étranges enlèvements d'enfants et des incursions de monstres, et des sacrés monstres. On va y suivre le périple de 3 personnages. Orca, une ancienne mercenaire qui va prendre son épée pour aller secourir son fils qui a été mystérieusement enlevé. On suit aussi Varg, un ancien esclave qui essaye de rechercher les assassins de sa sœur en intégrant la Confrérie du Sang, qui est une compagnie de mercenaires. Et enfin, on suit Elvar, une guerrière qui a intégré les Chiens de Guerre, qui est une autre compagnie et qui, elle, essaye de faire ses preuves pour éviter un héritage qu'elle rejette à tout prix. Je vais pas vous en dire plus pour que vous puissiez en découvrir un maximum. Alors, c'est la première fois que je lis d'une John Green, donc en fait, j'avais aucun a priori. Mais pour être totalement transparente avec vous, je pense que j'avais quand même trop d'attentes.
parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. J'ai vu que c'était de la fantasy avec un univers inspiré principalement par la mythologie nordique et par les Vikings. En plus, je vois cette couverture avec ce magnifique dragon. Vous connaissez mon amour pour les dragons si vous avez vu ma vidéo sur Tolkien. Donc franchement, ce dragon qui a l'air titanesque à côté de cette petite figure guerrière minuscule là, face à lui, moi ça me donnait envie. En plus, j'ouvre le livre et première page, je vous lis ce qu'il y a écrit ici. Voici le dragon d'ombre qui s'annonce, le serpent luisant venu des collines de nuit noire. Il vole au-dessus des plaines et dans ses griffes, il charrie des cadavres. Voilà, donc moi je lis ça et je me dis incroyable. Je regarde à nouveau la couverture et je me dis on nous promet un sacré programme. S'il y a tout ça avec un texte écrit d'une aussi belle manière, qu'attendons-nous? Allons-y. Bon, et après j'ai vu qu'en fait c'était un extrait d'un poème issu justement de l'Edda poétique, donc je me suis un peu calmée et j'ai commencé ma lecture. Et là, bon, il y a du bon, j'insiste quand même là-dessus, hein, mais il y a du moins bon. Alors déjà, l'intrigue. On commence in medias res, donc on est dedans direct, c'est super, mais dès la 3e page, il y a l'introduction de l'histoire des dieux, qui est amenée, je trouve, avec quand même des gros sabots, par un dialogue. En fait, le fils d'Orca demande à ses parents de lui raconter une saga, et c'est un prétexte pour justement exposer au lecteur la mythologie de ce monde-là. Et j'ai trouvé que c'était un peu facile quand même, et un peu dommage d'amener ça comme ça. J'avoue que depuis le temps que j'attends de commencer une bonne saga un peu sombre, je pense que depuis Game of Thrones, j'en ai pas lu. D'ailleurs, si vous avez des sagas comme ça à me recommander, surtout ne vous privez pas. Mais en tout cas, là, dès que ça commence, voilà, hop, une petite facilité de narration, donc ça m'a un peu ennuyée, mais j'attendais d'être emportée. Le problème, c'est que c'est quand même assez long à se mettre en place. En fait, je pense qu'il faut vraiment voir ce tome-là comme une introduction à l'histoire et à une mise en place de l'intrigue. Moi, j'ai commencé à vraiment être emportée vers la 200e page, quoi. Sur 500, c'est quand même un peu long. Ce qui est paradoxal parce que c'est un roman avec un multi-point de vue, ce que j'adore au demeurant, et comme les chapitres sont très courts, on passe vite de l'un à l'autre et ça donne du rythme, ça se lit très vite et on ne s'ennuie pas. Ça c'est vraiment un bon point, mais en même temps on a tout juste le temps d'être impliqué dans la situation de chacun qu'on passe déjà à un autre personnage. Mais pour autant l'intrigue elle est quand même longue à se mettre en place. Le problème c'est que les éléments posés pour introduire le véritable lancement de l'histoire sont, moi j'ai trouvé, assez prévisibles. Même le twist de fin, pour moi, c'est pas un twist en fait, parce qu'on s'attend à ce que ça arrive. Il n'y a vraiment rien qui m'a surprise pendant toute ma lecture. Il y a juste une petite révélation à la toute fin, dans les dernières phrases du dernier chapitre. Mais voilà, c'était sur un nom de personnage, donc c'était pas non plus la folie. Et au niveau de l'action, en fait, c'est surtout de la traque, même s'il y a des combats. Si vous aimez les combats bien sanglants, vous allez aimer, parce qu'ils sont particulièrement bien décrits, dans les détails les plus morbides. Donc si vous aimez ça, vous allez être servi. D'ailleurs, je me trompe peut-être, mais moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui m'ont fait penser à de la dark fantasy. C'est sanglant, il y a une ambiance et un univers voilà, qui sont très sombres, c'est très pesant. On n'a clairement pas envie de vivre dans ce monde-là, où tout semble dangereux et violent, sans que la mort est possible partout. Et ça m'a plu. La fille qui va pas bien. Non mais sérieusement, j'aime bien ce genre d'ambiance quand c'est bien fait. J'ai trouvé justement qu'il y avait des scènes qui étaient très cinématographiques, surtout au niveau des dieux et des créatures, parce que les échelles de grandeur sont tellement énormes que ça donne envie de voir ça à l'écran. C'est très visuel, j'ai trouvé. L'un des points forts de ce livre, pour moi, c'est vraiment l'univers, justement. On voit que John Green, il est passionné. Ça fait vraiment aucun doute. D'ailleurs, j'ai vu qu'il s'amusait même à s'habiller en costume d'époque, en armure et tout, avec ses fils pour des reconstitutions historiques, ce qui m'a vraiment pas étonnée, parce qu'on sent son amour pour la civilisation viking et la mythologie nordique. Il y a énormément de références. Je vous conseille d'ailleurs de vous pencher un peu dessus avant, parce que ça serait dommage de passer à côté. C'est pour ça aussi que je vous ai présenté le livre de Neil Gaiman avant. Mais voilà, on sent qu'il est passionné, il est précis dans les tenues, les rites, les mœurs, les armes, et ça c'est très appréciable. Il y a notamment à la fin du bouquin, vous avez en fait un glossaire avec voilà, les termes un petit peu complexes. Ça coupe un peu la lecture, mais c'est pas très gênant, et moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Mais parfois, alors pas souvent, mais il y a de temps en temps des tournures de phrases qui m'ont un peu sorti de ma lecture, parce que justement on sent qu'il est dans ce souci du détail,
mais parfois il y a des passages descriptifs qui sonnent un peu comme, je sais pas, un peu comme des descriptions qu'on pourrait retrouver dans un musée. Alors j'exagère peut-être un peu, mais par exemple, il y a un moment, une description de personnage et de son bouclier, et quand il le passe à son bras, il y a quelques mots qui vont dire cette partie du bouclier qu'on appelait comme ça. Bon, je suis peut-être un peu trop exigeante, mais je trouve qu'il y a certaines formulations comme ça qui venaient alourdir le texte. Alors encore une fois, c'est pas souvent, je vous rassure, mais justement en parlant du style, je pense que c'est un élément qui m'a sans doute posé problème. Alors je suis évidemment personne pour dire ça, mais j'ai pas été touchée par le style particulièrement, et pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'un des éléments essentiels qui va me faire aimer une lecture ou pas. Je lis évidemment pour l'histoire, j'ai besoin d'être emportée par une bonne histoire, par des personnages qui vont m'inspirer, mais j'ai besoin de, voilà, que ça soit super bien écrit, qu'il y ait une plume, qu'il y ait, voilà, un style particulier qui va aussi me toucher. C'est très important pour moi. Alors, est-ce que c'est en partie dû à la traduction? Ça, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai pas été spécialement emballée par ça. Alors, il y a du vocabulaire, hein, c'est bien écrit quand même, mais il y avait quand même beaucoup de répétitions. Dans les descriptions notamment. Par exemple, il utilise le terme de cage à penser pour parler de l'esprit des personnages. Donc pourquoi pas, hein, c'est original. Sauf que il utilise pratiquement que cette expression-là. Et bon bah quand on l'a sur presque toutes les pages, voilà, c'est un peu lassant. Alors le style n'est pas pauvre pour autant, je vous rassure, mais voilà, il y a des éléments qui m'ont gênée. Un bon exemple aussi, c'est les descriptions que j'ai trouvées assez inégales. Parfois, je les ai trouvées insuffisantes, notamment sur la description des lieux. J'aurais aimé plus de détails pour mieux justement visualiser certains éléments d'architecture, par exemple. Par contre, pour tout ce qui est armes, armure, là c'est le contraire. Je trouve qu'il y en avait trop quoi. Il y en avait souvent trop, et certaines se répètent. Et comme en plus, bah, les chapitres sont assez courts, au bout d'un moment, voilà, on a compris qu'ils avaient des scrum à sax, c'est bon, on a compris qu'ils avaient ça sur eux. Donc voilà, je sais pas si je suis juste, si je suis trop dure, ou peut-être trop exigeante, sûrement, mais en tout cas, c'est des éléments, des petits éléments qui m'ont un peu frappé à la lecture. L'autre point positif, parce qu'il y a des points positifs, hein, vraiment je pense que ça peut plaire à certains d'entre vous, hein, c'est pour ça que je vous en parle aussi, au-delà de l'univers, c'est les personnages. Il y en a beaucoup et certains sont très attachants, surtout dans la confrérie du sang. J'ai trouvé qu'il y avait de beaux portraits et des scènes de convivialité avec certains dialogues assez drôles et qui expriment bien le caractère et le tempérament des personnages. Je pense que ça ferait des très bonnes scènes de film. Je trouvais ça très visuel. J'ai bien aimé le personnage de Thorkel qui est un peu une figure de grand ours sage et pacifique, mais qu'il faut quand même pas chercher. C'est un personnage qui est quand même plus calme que sa femme Orca. Alors Orca justement, les trois personnages, c'est celui que j'ai préféré suivre. J'ai trouvé ça super d'avoir enfin une figure féminine centrale, pas extrêmement jeune, qui est mère, mais aussi guerrière, et qui a un caractère comme celui d'Orca. Même si je crois quand même que je commence à être un peu fatiguée des représentations féminines hyper fortes. Parce que j'ai l'impression que soit on a des représentations voilà, où les femmes sont assez inexistantes, pas très intéressantes, ou alors assez clichés, ou alors on a le droit à une femme très forte, très combattante, etc. Bon, moi des fois j'aimerais bien un peu plus de nuances, des personnages différents, plus nuancés. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai adoré, je sais pas si je prends un exemple, le personnage d'Ophélie dans La Passe Miroir de Christelle Dabos. On voit trop peu de personnages comme ça. Après en fantasy, c'est super cool d'avoir un personnage comme Orca, je trouve que ça fait vraiment du bien. Les personnages principaux en fantasy qui n'ont pas tous la vingtaine et qui sont pas tous beaux et fringants, en particulier les femmes, c'est malheureusement pas du tout assez présent. Les figures masculines, il y en a quand même des différentes, il y a plus de diversité, mais pour les femmes, niveau représentation, je trouve qu'il y a encore du boulot. Le physique compte encore beaucoup trop. Je me dis parfois que ce soit avec mes lectures, mais aussi dans les films, les séries ou même les jeux vidéo, que plus je vais vieillir, plus je vais prendre de l'âge, plus je pense que ça me peinera de ne pas voir des personnages principaux qui ont soit le même âge que moi, soit qui sont plus âgés. Et je trouve que justement incarner ou suivre, je sais pas moi, les aventures d'une femme de 50 ans par exemple, ça pourrait être fun. Ça changerait, et en plus en général, bah, plus on vieillit, plus on a des expériences différentes, et donc plus ça donne de la profondeur aux personnages aussi. Les auteurs n'ont pas 20 ans, donc pourquoi toujours écrire sur des personnages tout le temps jeunes, surtout quand
c'est pas un récit initiatique. Donc voilà, je dis ça en passant. J'espère que les représentations vont évoluer, même si ça vient doucement, hein. Mais je trouve que c'est encore un peu trop timide à mon goût. Voilà, c'était une petite parenthèse pour dire qu'une figure féminine comme Orca, ça fait vraiment du bien. Dans l'ensemble, j'ai pris plaisir à suivre les 3 personnages principaux. Donc pour résumer, il y a du positif, hein, c'est indéniable, les personnages sont intéressants, l'univers donne très envie, il y a des scènes très très visuelles, mais il y a pas mal de points négatifs qui m'ont refroidi, mais peut-être que j'aurais été moins déçue si j'en avais, je sais pas, si j'avais peut-être moins attendu de cette lecture aussi, hein. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de ça. J'avais vraiment envie d'aimer ce livre. Je suis mitigée, je sais pas encore si je vais continuer, parce que là, moi j'avoue, je l'ai acheté neuf, c'est quand même 25 €, donc c'est une trilogie, donc voilà. Après, maintenant, l'univers est posé. L'histoire est posée, l'univers est riche. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir une super bonne histoire qui commence. Donc je ne sais pas, je suis encore en pleine hésitation. En tout cas, si jamais je décide de lui donner une seconde chance, je vous parlerai de la suite. Mais voilà, moi je me dis surtout qu'à un moment il va falloir que je lise les dates poétiques, en fait, il n'y a que ça. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais certains d'entre vous ont lu L'ombre des dieux, je serais très curieuse de connaître votre avis, de savoir si vous me conseillez de lire la suite ou pas déjà. Je pense que je lirai de toute façon d'autres œuvres de John Gwynne, hein, je vais pas m'arrêter à ça, pour connaître un peu mieux son travail. Si vous avez des sagas marquantes, surtout partagez-les, ça m'intéresse. Pour ma part, je vous recommande vivement de lire Vékis la Farouche. Si vous ne connaissez pas, ça vaut vraiment le coup. En attendant, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo cette fois. Salut!